Il vivait dans une caravane jusqu'à ses 22 ans et aujourd'hui, il arrive à épargner plus de la moitié de ses revenus. J'ai reçu ce budget il y a quelques mois déjà, mais j'ai pris un peu le temps de le décortiquer. J'étais sur d'autres vidéos, donc c'est pour ça que je vous sors la vidéo seulement aujourd'hui. Mais c'est un budget intéressant, vraiment très intéressant, qui m'a été envoyé par Valentin, qui a aujourd'hui 28 ans. On va décortiquer ensemble tous les rouages de son budget en passant par sa capacité d'épargne, son niveau de dépenses, mais on va aussi voir les différents investissements qu'il a fait et vous verrez que c'est assez impressionnant entre guillemets pour quelqu'un de 28 ans. Je rappelle que cette série de vidéos est purement bienveillante. Il y aura pas de critique de ma part sur les investissements, les dépenses ou bien sur l'activité professionnelle. On essaie vraiment d'analyser tout ça de manière objective et de voir s'il y a quelques points d'amélioration. Et donc je vous invite vraiment à rester bienveillant dans les commentaires et ne pas émettre de jugement sur les différents profils que vous allez voir. Je vous rappelle que vous pouvez également participer à cette super série en m'envoyant vos différentes informations par mail. Donc comment ça se passe concrètement? Vous remplissez le fichier Excel, vous m'envoyez ça par mail, je regarde si c'est pertinent de le mettre sur ma chaîne et ensuite je vous notifie si j'ai prévu de le publier. Et assez parlé, allons tout de suite dans le détail du budget de Valentin. Le profil et les objectifs de Valentin. Donc Valentin a 28 ans, électricien libéral en SASU, en couple sans enfant. Les objectifs, lesquels sont-ils? Créer d'autres sources de revenus. Excellent point, hein. D'ailleurs c'est le cas de beaucoup de personnes sur YouTube et même sur cette chaîne, hein. Essayer de se créer d'autres sources de revenus pour complémenter son salaire ou voire même changer d'activité radicalement. Excellent mindset, hein. C'est également ce que je fais sur cette chaîne YouTube. Remplir le PEA, un objectif atteignable mais difficile, hein, les amis, hein. Je tiens à vous le préciser. Épargner et investir 150 000 euros, c'est plutôt compliqué, hein. C'est pas facile à atteindre, hein, contrairement à ce qu'on pourrait nous faire penser. Mais avec de la discipline, un bon niveau d'épargne et un bon métier, un bon salaire, bonne rémunération en règle générale, c'est possible d'atteindre cet objectif au bout de quelques années. Et enfin, dernier objectif, investir en société. Alors je tiens à être clair sur ce point, je ne suis pas un expert en fiscalité, je ne suis pas expert comptable. Mais je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice et d'aiguiller légèrement Valentin sur cette question. Concernant son budget, ses revenus et ses dépenses, avant de vous le montrer, je vous partage juste une petite anecdote qui m'a marqué. C'était il y a une semaine. J'entraînais une dame, une femme de 30 ans, donc assez jeune. On commence à parler finances personnelles et elle me dit qu'elle avait du mal à épargner et à se constituer un apport pour sa résidence principale. Et je lui ai posé une question assez simple. Est-ce que tu as un budget? Et là, elle m'a répondu, mais c'est quoi un budget? Et la réponse m'a étonné parce que dans mon inconscient, même dans ma vision mentale, schéma mental, toutes les personnes ont un budget, toutes les personnes arrivent à retracer leurs revenus, leurs dépenses et à voir s'il leur reste un surplus à la fin du mois. Mais ce n'était pas le cas de cette fille, de cette femme. Et j'ai commencé à lui donner des petits conseils, surtout au niveau de la gestion budgétaire, hein, parce que ça ne sert à rien de commencer à investir quand on n'a pas de budget. Je lui ai dit, liste tes revenus, toutes tes dépenses courantes, non courantes, et vois s'il te reste un surplus. Et quand elle a commencé à tout additionner, elle s'est rendue compte qu'elle dépensait beaucoup trop dans les sorties. Ouais, c'était pour la petite anecdote. Si on revient au budget de Valentin, donc des revenus de 2240 euros répartis comme tel, donc c'est un profil assez particulier, difficile à analyser, hein, honnêtement. Donc Valentin a le chômage encore pendant 1 an et demi, 1350 euros. Il était salarié dans une autre entreprise, c'est ce qui lui a permis de toucher ce chômage et de se lancer à son compte. Donc aujourd'hui, hein, son activité qu'il exerce en libéral ne le rémunère pas, il ne se paye pas avec, hein, il laisse l'argent dans la société et c'est ce qui lui permet encore d'avoir ses droits. Vous en penserez ce que vous voulez d'ailleurs, hein, mais bon voilà, la situation est comme telle. Ensuite, prêt de l'argent à la société, 260 euros. Honnêtement, je ne sais pas à quoi ça correspond, c'est un revenu pour lui. On va quand même l'intégrer. C'est vrai que j'ai pas eu plus de précision à ce niveau-là. Donc, autre revenu ensuite, loyer, siège social, domicile, local bureau, 630 euros. Ça, c'est du remboursement de frais professionnels, parce que quand on est à son compte et qu'on loue un local, on peut se rembourser une partie sous forme numéraire directement, non imposable, donc pour des revenus de 2240 euros.
Au niveau de ses dépenses, et c'est là que ça devient vraiment très intéressant, un loyer de 215 euros qui est une mensualité, hein. Donc Valentin a acheté sa résidence principale avec sa copine, 150 000 euros la résidence principale, ils ont mis un gros apport. Voilà, très très gros apport avec une mensualité, une durée de crédit de 15 ans, il me semble. Ça lui donne une mensualité de 215 euros, ce qui est ridicule. C'est vraiment un montant très 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 faible. C'est moins cher qu'un logement social encore, mais c'est ce qui fait toute la différence, hein. Parce qu'une fois qu'on a bien optimisé, très bien optimisé le poste du logement, la dépense logement, voilà, après il reste un surplus de taré à la fin du mois. Ensuite, crédit à la consommation, pas de crédit à la consommation, très bien. Le carburant, pas de dépenses en carburant. Je pense encore qu'il doit se rembourser le carburant en frais professionnels, donc ça ne rentre pas en compte dans son budget perso. L'alimentation, les courses, 400 euros, rien qu'à lui seul, hein, c'est 2 fois son loyer. Donc je pense qu'il ne doit pas radiner du tout sur la nourriture et c'est un excellent point. Il y a un poste où il faut pas radiner, enfin il y a 2 postes où il faut pas radiner, hein, c'est le logement. Il faut être à l'aise, il faut être confortable dans son logement. Et ensuite au niveau de l'alimentation, ne pas prendre tout le temps des plats préparés, des plats industriels ou de la nourriture industrielle pas chère. Ça a de vraies répercussions négatives à long terme sur le corps et sur le développement de certaines maladies. Donc avec 400 euros, je pense que tu dois bien manger, Valentin, tu dois bien te faire plaisir et c'est très bien comme ça. L'abonnement. Internet, téléphone, salle de sport, donc il n'y a pas d'abonnement. L'internet et le téléphone, ça doit être de nouveau des frais professionnels. Je vous l'ai dit, hein, il est difficile ce budget à analyser. Salle de sport, pas de dépenses. Streaming, non plus. Concernant la dépense salle de sport, je pense que c'est une bonne dépense, honnêtement. Même si voilà, ça coûte de l'argent, 30, 50, 60 euros par mois. C'est un poste absolument primordial pour être à l'aise, pour être en bonne santé, avoir une bonne silhouette, avoir confiance en soi. Donc voilà, je pense que même si vous dépensez 50, 60 euros, c'est pas un drame. Valentin ne le fait pas. Et je trouve ça dommage, surtout vous verrez après, il n'y a pas de dépenses loisirs, il n'y a pas de sport en fait. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a quelques petits axes d'amélioration à mettre en place. Au niveau de la santé, complémentaire santé, il n'y a pas de complémentaire santé. C'est assez dangereux quand on est en libéral, hein, parce qu'on doit tout faire par nous-mêmes. Et s'il arrive un accident, si un accident de voiture, de moto, un accident de ski, peu importe, eh bien, on peut se retrouver en difficulté financière à rembourser des frais médicaux exorbitants. Donc je pense qu'il y a une petite réflexion à avoir sur ce sujet. Éventuellement prendre une complémentaire santé dans quelques mois, sans avoir non plus tout le package, hein, mais le strict minimum pour limiter des dépenses, des dépenses qui pourraient être exorbitantes. Et ensuite, c'est là que ça devient vraiment très intéressant et très questionnable, hein. Après, je fais ces analyses de manière objective, transparente, hein. Je ne vais pas remettre en cause le train de vie et le style de vie de Valentin. Donc zéro dépense en restaurant, autres loisirs et vacances. Ça me paraît intenable sur le long terme personnellement. Après, peut-être que Valentin arrive simplement à se contenter d'une petite balade à côté de chez lui ou bien voilà, il joue au foot dans son jardin avec sa copine, je sais pas ce qu'il fait. Mais personnellement, je n'arriverai jamais à me tenir à 0 € de dépenses. Pour moi, le restaurant, une fois toutes les 2 semaines, c'est primordial, hein. Ça me permet de changer l'esprit, de découvrir une nouvelle cuisine ou de manger une super pizza. Ça me fait vraiment plaisir et c'est pour ça qu'on travaille aussi, c'est pour ça que je travaille. Les loisirs, voilà, pareil, hein, si on m'enlève des dépenses de loisirs, la principale dépense chez moi, c'est le tennis, hein. Mais si on m'enlève ça, si je peux plus aller jouer de tournois, voilà, je pense que ma vie serait un peu fadasse. Et les vacances, pareil, hein, les vacances, c'est une opportunité de changer d'air, de voir d'autres choses et de revenir au boulot, au travail, reposer et ensuite de tout déchirer par la suite. Mais bon, chacun a sa propre vision du monde et c'est tant mieux d'ailleurs. Ça nous fait donc un total de dépenses de 645 euros. Sachant que je pense que ces dépenses sont assez minorées, hein. On peut rajouter aisément 100 euros de dépenses en plus, ce qui nous fait une épargne disponible de 1500 euros. Donc j'ai mis 1600, mais si on retranche 100, bah, ça fait 1500. 1500 euros d'épargne disponible, c'est un excellent niveau. Pas besoin, surtout aussi jeune, pas besoin d'aller chercher les 4000, les 5000, à part si tu as vraiment un projet que tu peux faire pour gagner plus d'argent qui te passionne, pourquoi pas. Mais tu peux très aisément garder ce niveau d'épargne toute ta vie
et tu atteindras tes objectifs financiers sans problème. Une excellente capacité d'épargne donc qui le place dans les 10% des plus gros épargnants de moins de 30 ans. Là, vous pouvez voir la statistique, hein, 10% des jeunes de moins de 30 ans parviennent à épargner plus de 1500 euros par mois. Donc c'est ce qu'on disait avant, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher le top 1%. Contrairement à tout ce que les gourous du développement personnel veulent nous faire penser. Voilà, je pense pas que ce soit, comment dire, un objectif de vie d'être dans les 1%. Après, à vous de voir en fonction de vos objectifs. Si vous êtes très 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 compétiteur, pourquoi pas. Mais voilà, je pense que Valentin peut rester sur ce style de vie et sur ce style d'épargne. Deuxième point que je voulais souligner, c'est le métier de Valentin qui est électricien, on l'a dit avant, rémunérateur, technique et peu concurrentiel. Les métiers du bâtiment ont vraiment été délaissés, ont été moqués par des générations entières, les professeurs en passant par les parents. Et je me souviendrai toujours de ma mère qui me disait quand j'avais 12 13 ans, ne fais surtout pas un bac pro, tu vas finir avec des débiles et tu seras au chômage. Mais plus j'avance dans le temps et plus j'observe et plus je vois en fait que des personnes qui ont des gros revenus, la plupart sont dans les métiers du bâtiment. J'ai un client, quelqu'un que j'entraîne en cours individuel, qui a son entreprise de parquet et tous les ans, il fait 200 000, 300 000 euros de bénéfices. Il vient au club en Porsche. Et donc la thèse qui dit que les métiers manuels, c'est pourri, c'est pour les abrutis, ben c'est pas vrai du tout, les amis. Voilà, c'est la red pill à prendre aujourd'hui. Les métiers du bâtiment sont extrêmement rémunérateurs. Personne ne veut aller dans ces filières. Et si vous vous retroussez les manches, eh bien vous pouvez gagner un très bon salaire. Et surtout, évitez pour les plus jeunes qui m'écoutent, hein, évitez vraiment les filières suicides qui ne mènent à rien, sans déboucher. Art du spectacle, là vous voyez cette personne, hein, c'est le cliché des gens en art du spectacle. Milena, L2 danse, bac L. Et je peux vous assurer que cette fille-là qu'on a interviewée il y a 3 ans sur la chaîne YouTube de l'Université de Strasbourg est toujours au chômage, ou bien qu'elle s'est réorientée dans ces métiers, dans ces filières-là, pardon. Il n'y a aucun débouché possible. Donc réfléchissez en termes de rareté. Posez-vous les bonnes questions. Aujourd'hui, les métiers qui payent, forcément c'est la médecine, hein, mais tout le monde ne peut pas devenir médecin. Il y a l'ingénierie, data scientist, quant par exemple, ou bien dans les métiers du bâtiment, et à mon sens ce sont les filières les plus accessibles et les plus rémunératrices. Et pour terminer avec une petite vanne, hein, si j'avais une agence d'intérim, je pense que je me positionnerais juste à côté de la fac d'art du spectacle, de telle manière à avoir un flux récurrent de travailleurs sur lesquels je pourrais être commissionné. Un autre point que je voulais aborder avec vous, c'était sur l'origine sociale de Valentin. Alors Valentin n'a pas grandi dans un foyer aisé, avec des parents entrepreneurs, investisseurs. Il décrit même ses parents de manière assez violente de FDP, gogol, gauchiste, prolo. Voilà la description qu'il a de ses parents. Je trouve ça assez violent honnêtement, mais c'est pour vous dire qu'il n'a pas grandi dans le luxe intégral. Il a dû vraiment se faire tout seul. Donc voilà, il était au collège avec 11-13 de moyenne. Ensuite, il a fait un bac pro électrotechnique, hein, le bac pro dont je parlais avant. Ensuite, à 18 ans, il a dû travailler à Carrefour pour payer son permis et acheter sa voiture. Donc c'est quelque chose que je valorise totalement, hein, qui est vraiment top, hein. Si vous n'avez pas de parents qui puissent vous aider, allez travailler effectivement à McDonald's, à Carrefour, tout en gardant à l'esprit que c'est temporaire. Ça permet de gagner un peu d'argent, d'apprendre le professionnalisme, faire les tâches qu'on nous dit de faire, hein, même si c'est pas forcément agréable, mais je pense que ça permet vraiment de se forger un esprit de guerrier, de se forger un mindset de winner. Et après avoir passé ces épreuves et qu'on commence à gagner de l'argent, qu'on a une compétence reconnue, c'est d'autant plus gratifiant. Sachant que je l'ai pas mis sur cette slide, mais il s'est aussi fait virer de son domicile à 22 ans. Il a habité dans une caravane pendant plusieurs mois. Donc pendant cette période-là, il a commencé à s'intéresser aux finances personnelles. Il a créé sa boîte et maintenant ça marche plutôt bien pour lui. Donc une vraie mentalité de guerrier. Pas évident de sortir de ce schéma social. Il faut en moyenne 6 générations pour
s'extraire de sa condition sociale, mais Valentin a réussi à le faire et c'est tout à son honneur. Analysons maintenant le patrimoine de Valentin. Alors pour faire une analyse patrimoniale, il faut bien scinder les actifs des passifs. Donc les actifs, c'est ce qu'on possède. Ça peut être une résidence principale, des actions, des livrets. Et les passifs, c'est tout ce qui est dette, bonne dette, mauvaise dette. Donc les bonnes dettes, on a les dettes immobilières pour la résidence principale. Les mauvaises dettes, les crédits à la consommation qu'on n'aime pas du tout sur cette chaîne, les amis. Donc voilà à quoi ressemble le patrimoine, les actifs de Valentin. 700 euros sur un compte courant. Un livret d'épargne 11 600 euros, excellent point. Donc c'est son fonds de sécurité qui correspond à 2 ans, 2 ans de dépenses. Alors je trouve que c'est un peu beaucoup. Je pense que tu pourrais être sur 1 an et investir le surplus. Mais si ça te rassure de garder 10 000 euros, pourquoi pas. Ensuite, bourse PEA, sachant que tu as commencé à investir il y a 1 an, 11 000 euros. Donc c'est un très bon début, un très bon capital de départ qui va permettre d'amorcer la pompe à intérêt composé. Il a investi 1 000 euros par mois. Ce qui est un rythme de versement très 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 élevé. Bourse CTO, pas encore. Bourse assurance vie, il n'en a pas. Et compte courant associé, donc là c'est son compte bancaire professionnel, donc le compte bancaire de sa SASU où il a 62 000 euros, ce qui nous donne un total d'actifs de 85 000 euros. Ensuite pour les dettes, une unique dette, résidence principale 29 000 euros, c'est rien du tout. La plupart des ménages, des couples sont endettés à plus de 300-400% de leur actif financier. Généralement, les gens, ce qu'ils font, ils vont acheter une maison à 300 000, ils mettent 50 000 euros d'apport, 250 000 euros de crédit, ça fait 125 000 chacun. Voilà, donc c'est une dette 125 000 euros à rembourser sur 15-20 ans. Ça pèse dans le budget et c'est pour ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à épargner beaucoup d'argent. Mais dans le cas de Valentin, c'est une dette qui est ridicule. On pourrait limite la négliger, honnêtement, à 30 000 euros à rembourser sur 15 ans. Qu'est-ce que c'est? Sachant qu'il peut épargner 1 500 euros par mois, en 2 ans, il pourrait solder ce crédit. Mais je pense que voilà, il peut laisser ce crédit courir entre guillemets et investir son surplus d'argent sur des supports, des supports d'investissement qui rapportent plus de 9-10% par an. Cela nous donne donc un patrimoine net de 56 000 euros à 28 ans. C'est très correct, c'est au-dessus de la moyenne. C'est le patrimoine que j'ai actuellement. Moi, j'ai un peu plus, hein. Désolé Valentin, bon, c'est pas une course, hein. J'ai 58 000 euros, 62 000 avec les comptes livrés. Voilà, c'est des montants qui sont vraiment pas mal. Et c'est des niveaux de patrimoine que j'observe beaucoup chez les personnes minimalistes. Et donc, il a une très bonne base pour commencer sa carrière d'investisseur. Rentrons ensuite dans le détail de son PEA. C'est l'unique vecteur d'investissement qu'il a et c'est déjà très bien honnêtement. Donc simple et efficace. 11 000 euros investis sur le BNP Paribas SP500, donc les 500 plus grandes grosses capitalisations américaines. Cet indice en moyenne il génère une performance de 12% sur les 20 dernières années. Donc je pense que c'est un excellent point d'ancrage. Donc on est sur un niveau un peu plus avancé. Le premier niveau de l'investissement, c'est le MSCI World. Et après, le deuxième niveau, c'est quand on commence à rechercher des ETF spécifiques. Et le troisième niveau, c'est les actions individuelles. Après, il y a toujours des risques sur les actions individuelles, mais quand on fait les choses bien, on peut surperformer les indices. Et dans le cas de Valentin, il est au niveau 2. Sa conviction, elle est simple. Les États-Unis domineront le monde dans 20-30 ans encore. C'est une conviction que je partage également et c'est pour cette raison que j'ai aussi une ligne S&P 500 prépondérante dans mon portefeuille. Concernant cet ETF, on va quand même regarder si c'est un bon ETF, hein, parce que l'industrie des ETF, hein, forcément, c'est fait pour faire de l'argent. Et il y a beaucoup de produits, beaucoup trop à mon sens. On va regarder les frais surtout. Donc on peut voir avant les frais que c'est un ETF capitalisant, dans le sens où les dividendes sont réinvestis constamment dans le fonds indiciel. Ça lui permet de limiter sa fiscalité. Il n'y a pas de frottement fiscal sur les dividendes, même s'il investit sur un PEA. Donc là, c'est un excellent point. En période de capitalisation, investir sur un ETF capitalisant. Les ETF distribuants n'ont pas vraiment de sens, hein, tant qu'on n'a pas 1 million, 2 millions de capital. Et maintenant, les frais, 0% de frais d'entrée, 0% de frais de sortie. BNP a changé sa politique de frais parce que j'avais regardé il y a 6 mois sur le site et
ils facturaient 3% à l'entrée, 3% à la sortie. À mon sens, à mon avis, ils ont dû s'aligner sur la concurrence de Amundi qui pareil, ne facture pas de frais à l'entrée ni à la sortie. Et ensuite, on a des frais courants. Donc le TRI, il est à 0,15% si on additionne ces petits montants 0,13, 0,03, 0,02%. Donc très bien, il n'est pas tombé dans le piège de la gestion active et des conseillers financiers, conseillers en gestion de patrimoine qui lui vendent des fonds actifs qui sous-performent le CAC 40 et qui facturent en plus 3-4% de frais par an. Petite simulation que j'aime bien faire avec les portefeuilles des invités. 10 000 euros investis aujourd'hui s'il arrive à maintenir son niveau de versement actuel. Avec le rendement du S&P 500, on obtient un capital de 3 millions d'euros dans 30 ans, ce qui correspond à 58 ans pour Valentin, donc on aura le même âge. Ça fait une rente de 10 238 euros en appliquant la règle des 4%. C'est 17 fois ses dépenses. Voilà, donc je pense qu'il pourra dépenser encore plus dans la nourriture, manger du bœuf de Kobe à chaque repas et peut-être se faire un peu plus plaisir dans tout ce qui est loisirs, au restaurant, s'il en a envie, bien entendu. Et cette règle des 4%, elle est à prendre avec des pincettes parce qu'il faut l'ajuster avec l'inflation. Donc, si par exemple, la première année, vous retirez 10 000 euros, la deuxième année, il faut augmenter le retrait du niveau de l'inflation. Donc, par exemple, si on prend 2%, il faut retirer 10 200 euros. Mais à la retraite, on a forcément moins de dépenses, on sort un peu moins, on a sa résidence principale payée et les seuls postes auxquels on est vraiment exposé en termes d'inflation, c'est le carburant. Si on roule encore au moteur thermique dans 20-30 ans, ou bien encore l'alimentation. L'alimentation, ouais, ça augmente, ça c'est indéniable, le prix de la baguette de pain a augmenté. Mais si on arrive à rembourser intégralement sa résidence principale, eh bien, ça fait une différence assez mineure et la hausse de l'inflation est très largement absorbable. Avant-dernier point, avant de conclure, le CTO en personne morale, ça peut être effectivement intéressant pour faire fructifier ta trésorerie à l'intérieur de ta SASU, mais après il faut passer par un expert comptable, il faut créer une filiale à ta société, à ta SASU, et ensuite entre les deux filiales, tu peux faire circuler des capitaux et bénéficier du régime fiscal mère-fille. Mais sinon, si tu ne crées pas de filiale et que tu veux investir avec un compte titre via ta SASU et te rémunérer, eh bien tes dividendes et tes plus-values vont d'abord être imposés à l'IS en fonction de ton taux, en fonction de ton chiffre d'affaires, c'est entre 15 et 25%. Ensuite, distribution de dividendes, une fois que tu as été imposé, va falloir que tu payes le prélèvement forfaitaire unique de 30%, ce qui donne une imposition assez monstrueuse. Et je peux comprendre la frustration des indépendants qui se sentent vraiment rackettés par l'État. C'est une vision que je partage. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau du compte titre personne morale. Comme je l'ai dit dans l'introduction, je ne suis pas un expert. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire venir un expert comptable sur la chaîne pour qu'il nous explique tout cela en détail. Mais les premiers retours que j'ai eus par rapport à ça, j'avais demandé à mon expert comptable s'il était intéressant d'ouvrir un compte titre dans ma société. Il m'a dit, écoute, tant que tu fais pas de 100 000 euros de bénéfices, ça sert absolument à rien. Rémunère-toi, paye-toi en frais kilométriques, verse-toi des dividendes et investis en perso sur tes comptes bourse, ça fera très bien l'affaire. Et pour terminer, on va discuter de son projet annexe. Donc, dans son mail, il m'a dit qu'il voulait à terme investir dans des conteneurs maritimes qu'il convertira en studio Airbnb en le louant à des particuliers. Le conteneur maritime coûte environ 20 000 euros. Tu fais des travaux, de ce que j'ai compris, et tu veux le louer à 50 euros la nuit. Tu fais l'hypothèse qui sera remboursée dans 1 ou 2 ans. Donc, je pense que c'est un excellent projet. Attention à ne pas aller trop vite en besogne. Si j'étais toi, honnêtement, je me concentrerais sur le PEA. J'essaierais soit de le remplir ou d'atteindre une valorisation à ces chiffres avant de me poser la question d'investir mon temps et mon argent dans un autre business. Mais je pense que c'est un bon business à faire en Airbnb. Tu peux très bien essayer sur un conteneur maritime que tu loueras, surtout qu'il n'y a pas une grande concurrence. J'ai tout de même fait des petites recherches, un petit benchmark de ce marché de la location de conteneurs et j'ai trouvé des résultats plutôt intéressants sur Airbnb. Là, on est sur Airbnb, on peut voir les différentes offres qu'il y a pour des conteneurs maritimes. On peut voir qu'en France, il y a pas d'offres, ou peut-être il y a 4-5 offres.
Donc on va cliquer sur l'annonce. À Blois par exemple, il y a un conteneur maritime à louer 86 € la nuit. Donc c'est au-dessus de ce que tu veux, c'est au-dessus en termes de prix de ce que tu veux, ce que tu avais prévu. Donc je pense qu'il y a vraiment un petit billet à gagner là-dessus. Donc on regarde encore 156 € à Sénon. Il me semble que c'est pas loin de chez moi. Donc un conteneur classique. Donc il faut acheter le terrain, acheter le conteneur, l'aménager. Il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. Après, si tu veux le faire toi-même, tu peux également. Louer 156 € la nuit, 5 étoiles. 168 € ensuite, bourg de péage à 168 € la nuit. Donc là, c'est un beau petit truc, hein. Ils ont fait un beau petit espace. 130 € par nuit à Mondragon. Je ne sais pas où c'est. S'il y a des habitants de Mondragon qui se manifestent dans les commentaires, on peut regarder un peu l'avis des utilisateurs, ce qu'ils pensent de ce mode de location. On va regarder 109 commentaires, donc pas mal de passages. Un très bel accueil dans un endroit paisible offrant une vue magnifique. Ok. Cocooning, machin. Donc les gens sont très satisfaits de la prestation. Magnifique, un beau week-end. Donc voilà, beaucoup d'avis positifs là-dessus. Je pense que l'autre fait beaucoup aussi. Mais si j'avais un avis sur ce business, hein, je pense qu'avec tes compétences dans le BTP, tu peux apporter de la plus-value et générer de beaux bénéfices grâce à cette activité complémentaire. Donc voilà, j'ai terminé avec cette analyse. N'hésitez pas à publier votre ressenti, vos réflexions dans les commentaires. Et si vous voulez également que j'analyse votre budget et votre patrimoine, vous avez la démarche à suivre dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à cette chaîne et on se retrouve très prochainement dans de nouvelles aventures financières. Ciao ciao les investisseurs minimalistes.